Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, Mutants, Runaways, pas de jaloux. Avec Basil et Emily, on est partis en quête des Infinity Stones, mais Thanos nous a devancés. Est-ce que vous allez bien? Salut, ça va? Ouais, tout va bien. Et ça commence, comme toujours, avec les petites news des adaptations télé. Du côté de nos amis de Netflix, on sait déjà que Jessica Jones a été confirmée pour une saison 3. Avec une saison 2 un peu en demi-teinte, on espère avoir du bon à se mettre sous la dent. Luke Cage, lui, reviendra très prochainement pour sa deuxième saison, car il arrive cet été. Le 22 juin 22 juin, je crois. Tout à fait. Le premier trailer a été dévoilé, vous le trouverez facilement sur les internets. On y voit bien évidemment Misty Knight avec son nouveau bras bionique que lui a donné Danny Rand. On sait enfin qui est le grand méchant de la saison, ce sera Bushmaster. Ouais. Mais en revanche, on n'a pas vu Iron Fist qui est a priori présent dans la saison. Oui, normalement Iron Fist est là, mais on l'a pas vu. Et c'est assez bien, le trailer montre plein de choses, parce qu'on montre tout de suite le méchant. Mais Maria et Shades aussi sont présents et j'espère que l'intrigue ça va être tout mélangé et pas en deux parties comme c'est assez régulier chez Netflix. Et comme c'était dans la première saison. Comme c'était dans la première saison et que c'était un peu relou. Toujours chez Netflix, on a eu une première photo de Frank Castle pour nous annoncer la deuxième saison du Punisher. Il y fait ses courses la nuit avec Amy Bendix, la fille des rues, avec un très beau placement produit Microsoft sur un des sacs. C'est ça. Donc c'est un personnage, Amy Bendix, qui est apparu dans Punisher dans Warzone numéro 24. Ouais, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, il a beau être théoriquement un loup solitaire, il est quand même toujours avec un petit sidekick avec lui. Ouais, et puis je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer, parce qu'à la fin de la saison, en vrai, il est en pleine rédemption, il a plus aucune raison, sa vie est, on va dire, rangée, donc on va voir comment il se retrouve une nouvelle fois dans la merde. C'est son grand cœur qui va l'amener à sauver la petite, peut-être, poursuivi par des méchants. Peut-être. Je suis une gentille, je suis poursuivi par un méchant. Et après cette merveilleuse transition, on passe chez ABC avec Agent of S.H.I.E.L.D. saison 5. Si vous suivez la saison et que vous avez vu l'épisode 20, vous avez peut-être découvert l'introduction d'un nouveau super vilain. Alors du coup, pour le moment, peu de liens avec Infinity War, mais un nouveau vilain et 3 épisodes restants. Comment vont-ils réussir à tout boucler? C'est mon grand mystère en ce moment. Et puis du côté de FX, pour finir sur les news télé, le tournage de la saison 2 de The Gifted commence dans 3 semaines. Et on passe sans transition au film, et notamment au film de Marvel Studios, avec Avengers Infinity War, donc, qui va être le sujet de ce podcast, mais on a quand même quelque chose à vous dire, à savoir que c'est le meilleur démarrage aux US et aussi dans le monde, à chaque fois ça a battu des records. En termes de records au box-office, en 5 jours, ils ont fait plus que Justice League dans toute sa durée. Et le film Justice League était sorti en Chine, alors que là, Infinity War n'est toujours pas sorti en Chine, enfin n'était pas sorti en Chine dans cette histoire de 5 jours, donc niveau rentabilité, ils sont au top. Et c'est le premier film à atteindre 1 milliard au box-office en 11 jours. Avant, le record était détenu par Star Wars The Force Awakens en 12 jours. Ce qui, finalement, pour Star Wars, n'est pas déconnant, parce que ça faisait super longtemps qu'on attendait un nouveau Star Wars, et il y avait une vraie attente. C'est marrant de voir que même pour le 19e film de Marvel Studios, il y a toujours cette grande attente. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens aller voir le film sans avoir vu tous les autres films. Enfin, il y a eu une vraie attente pour ce film et une vraie compréhension de la hype autour. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant à voir.
On va parler très très rapidement de Avengers 4, parce qu'on n'a pas grand chose à dire, à part que maintenant les frères Russo donnent beaucoup d'interviews et sont un peu en train de rompre certaines rumeurs et autres, notamment la grosse rumeur de est-ce que Adam Warlock sera présent ou pas, parce que tout le monde dit oui, on a besoin d'Adam Warlock. Je continue à dire que non, on n'a pas besoin d'Adam Warlock, et je dis ça depuis très très longtemps. Et les frères Russo semblent avoir confirmé ça, et ce qui colle aussi avec ce que disait James Gunn de non, on n'aura pas d'Adam Warlock avant les Gardiens de la Galaxie 3. Après, on sait, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose que ça ne va pas arriver, mais... Sur une annonce aussi grosse, on peut quand même leur faire confiance. Voilà, et le titre, comment on va s'appeler Avengers 4, donc on n'en a pas la moindre idée. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les deux grandes théories auxquelles je croyais, qui étaient notamment House of T ou Secret Invasion, je pense que c'est mort, vu la fin du film. Et donc maintenant, tout le monde y va de son... On a le titre, ou presque, ou en vrai, on n'a rien. Et les frères Russo ont aussi dit qu'il n'y avait aucune théorie qui n'était juste, et qu'il se pourrait même que le titre ne soit lié à aucun comics qu'on connaît. Donc ça serait un titre qu'ils auraient inventé. Et on finit aussi sur les news avec Captain Marvel. Ça y est, on a vu Samuel L. Jackson dans son costume de Nick Fury jeune. Alors c'est assez marrant, parce qu'ils lui ont mis des cheveux, et après ils lui ont mis des points sur le visage pour la CGI pour le rajeunir, parce qu'en vrai il doit ressembler à lui comme il était dans Pulp Fiction, à peu de choses près, donc je serais curieuse de voir le résultat, étant donné qu'on sait à quoi ressemblait Samuel L. Jackson. On espère qu'il fera une tirade de la Bible qui dira « Say what again ?» En tout cas, je sais pas s'il va dire une tirade de la Bible, mais sur son compte Instagram, tous les matins, il publie une photo de lui avec son t-shirt, et à chaque fois, c'est un t-shirt de ses films à lui, donc c'est souvent lui, en fait, il se met en... Il est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Captain Marvel est toujours vu avec son costume vert. En vrai, je me pose plein de questions sur les scènes qu'on voit du tournage, puisque je comprends pas, étant donné que c'est censé se passer dans les années 80... Enfin, pas que c'est censé se passer dans les années 90, mais je suppose que c'est censé se passer dans l'espace. Et je vois pas à quel moment elle peut croiser Nick Fury avec son costume et faire des trucs sur un train. Enfin, c'est vraiment pas clair et j'ai hâte d'en savoir plus. Mais en attendant le film Captain Marvel, on va pouvoir se consoler avec Ant-Man and the Wasp, qui va nous faire, à mon avis, très très plaisir. On a vu notamment le nouveau trailer, où on voit beaucoup plus les pouvoirs de Wasp et les pouvoirs de Ghost. On voit plus de pouvoirs, on voit plus de blagues, on voit plus. Et moi qui étais assez froid face au premier trailer, et ben là je suis un peu plus emballé par ce nouvel épisode. Ouais, on en voit plus de l'ambiance que sera le film, qui a l'air de beaucoup se rapprocher du premier film, et ça c'est plutôt bon signe. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et je trouve ça très cool d'avoir une nouvelle bouffée d'air frais après la dépression qu'on a subie après Infinity War, de hey, on va se marrer et il y a une fourmi qui fait de la batterie. Oui. Pourquoi pas ? C'est parfait. Et on attend de savoir un peu plus précisément, quand on verra le film, à quelle distance chronologique ça se place d'Infinity War. Vraiment, c'est le mystère aujourd'hui. Est-ce que c'est plusieurs années, plusieurs mois avant, ou est-ce que c'est juste avant, est-ce que c'est un peu pendant, est-ce que on va quand même pleurer ou pas? Vas-y, dis ta théorie. J'ai une théorie, c'est qu'en effet ça se passe juste avant ou pendant la bataille, et que dans une scène post-générique, on voit la fille de Ant-Man partir en poussière. Voilà. Emily n'a pas de cœur. Emily n'a pas de cœur. Non, j'en ai plus. Avengers Infinity War a brisé mon cœur, c'est fini. A tout brisé. Bon, et ben on a fini avec les news, c'était assez rapide, parce qu'on a un gros sujet à attaquer. There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Il est temps donc d'aborder notre gros morceau, le plus gros de l'année, le plus gros de notre depuis vie. MCU Talk. On est là pour vous parler de Avengers 3 Infinity War. Tu l'as vu combien de fois ? Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 1 fois. Ok. Et toi ? Je l'ai vu 5 fois. Et je pense que je vais pas m'arrêter là. Ils ont besoin de sous, ces gens-là. Oh oui.
Par où commencer? C'est ça qui va être Qu'est-ce qu'on compliqué fait? sur Qu'est-ce ce ouais, sujet. qu'est-ce qu'on fait? On fait genre par chronologie du film? Moi, je crois que je vais commencer par les points que j'ai, les 2 points faibles. Comme ça, ce sera fait, puis après, on pourra faire. Waouh. Il y a plus de points positifs que de points faibles. Oui, comme. Ah, quand même. Heureusement. Après tous les podcasts dédiés à défoncer, une après une les séries, un après un les films, on Mais tient à la- quelque chose. Mais à la fin, on dit, mais allez le voir, c'était quand même vachement Oui, bien. j'ai détesté, mais non, mais regardez. Non, j'ai 2 points faibles à annoncer qui sont les mêmes dans tous les films du MCU, mais où là, c'est dommage de pas avoir réglé ça. Le premier, c'est la bande originale qui est toujours un peu pauvre. Ouais, on Ah. l'entend pas du tout. À part le thème de Avengers, parce qu'on l'a tellement entendu que Oui, puis il arrive à un il moment sonne. très précis, Mm. et d'ailleurs il est que associé à Captain America et pas à Iron Man. Non mais c'est clair, je crois que c'était Silverstreet, un truc dans le genre, j'arrive jamais à dire son nom de famille, mais ça sert à rien. Bah, ça marque pas. Non. Et puis, en plus, ils nous ont pas mis Led Zeppelin. C'est vrai. Donc, moi, j'aurais Oui, bien mais aimé avoir encore oui. Led Zeppelin, je m'en lasse pas. Ouais, mais il y avait aucune raison de... Au final, ils ont utilisé... Il y avait pas de raison de. Il n'y avait pas de raison, il a soit utilisé le thème Wakanda, mais parce que c'était l'intégration et que tout le monde n'avait peut-être pas vu Black Panther, que pour les gardiens, c'est normal aussi d'avoir mis une musique particulière, et là aussi ça a été choisi par James Gunn, donc c'est cool aussi que ça soit James Gunn, enfin, c'est logique, mais c'est quand même cool. Mais Thanos n'a pas de thème fort, Non. par exemple, parce que le grand méchant auquel on compare tous les autres méchants, Dark Vador, il est aussi culte par Oui, la marche de un thème fort qui l'accompagne, et ça aurait pu encore ajouter quelque chose. Mais voilà, c'est un problème qu'il y a dans tous les Marvel. Et pour moi, l'autre défaut, et aussi celui de tous les Marvel, c'est les décors qui sont quand même un peu tristounets. J'ai l'impression trop souvent d'avoir un matte painting, c'est-à-dire il y a quelques cailloux autour d'eux, et puis après, surtout quand ils sont sur des autres planètes, c'est très très loin ce qui s'y passe. Je trouve qu'il y a un manque de profondeur. Alors, un des derniers films que j'ai vu avant de voir Infinity War, c'était Ready Player One, où là, à l'inverse, il y a quand même un autre niveau d'effets spéciaux, de décor, j'entends pas forcément du reste, et où j'ai trouvé que là, ils se font pas trop chier, et c'est quand même un peu dommage. J'ai moins eu cet effet-là, parce que Titan, ça me semblait normal que ça soit ultra désertique, étant donné que la planète a été détruite. Et après, on est dans le Wakanda, et oui, on est dans l'espèce de vallée au bord de la forêt, donc j'ai moins eu ce sentiment de... Comme toi, moi j'ai plus eu sur certaines scènes de bagarre, où de nouveau c'était pas trop... Enfin, j'avais l'impression que c'était pas trop lisible, mais à force de voir le film, je l'ai trouvé de plus en plus lisible. Alors je sais pas si c'est à force de les avoir vus et que je savais... Au bout de 5 fois, j'ai compris ce que Au bout de 5 fois, je vois les chiens qui sont en train de déchiqueter les jambes maintenant. Je connais les mouvements par cœur, je peux les reproduire. Ne faites pas ça chez vous. Mais ouais, il y a eu un peu ça. J'ai vu aussi beaucoup de critiques sur la réalisation des frères Russo qui, j'avoue, n'ont pas trop pris de prise de risque. Ça a été, enfin, je trouve que c'est assez plat, mais t'es quand même plus calé que moi pour dire ça. Il n'y a pas eu de grandes scènes ultra marquantes ou de choix d'angles qui ont été... Mais non, il n'y a pas de choses qui vont être qui vont faire école. Non. Mais c'est très propre. Voilà, mais au final, c'est que c'est pas grave parce qu'il y a, disons, qu'ils servent vraiment l'histoire et les personnages. C'est pas mauvais pour autant. Non, c'est pas. Mais oui, moi, peut-être les 2 décors qui m'ont aussi un peu embêté, c'est la forge, où t'as juste un bordel où tu vois rien, et le vaisseau Asgardien en ruine, où c'est pareil. Enfin, là, t'as l'impression qu'il volait dans un taudis, quoi. Alors que c'était un vaisseau qui était quand même très grand et tout, tu te dis il devrait y avoir un peu des aménagements, des choses. Là, t'as juste de la ferraille un peu en vrac. Ouais. C'est ce genre de petit truc où tu te dis qu'il y a presque un peu de la fainéantise, et que c'est dommage, parce que quand tu vois en plus les artworks qui sont faits, les mecs qui bossent en amont, ils font des trucs ultra détaillés et tu les retrouves pas. D'ailleurs, en parlant de la scène sur le vaisseau, il y a une photo du tournage maintenant qui circule sur Twitter, et j'ai été assez surprise de voir que finalement les décors étaient réels. Oui, et je m'attendais même les flammes. Voilà, même les flammes, je m'attendais à que ce soit beaucoup numérique et beaucoup de fond vert, et non, ça a été vraiment
enfin, c'est quand même assez proche de ce qu'on voit. Et je trouve ça vachement bien. Finalement, j'ai jamais trop eu l'impression d'avoir des gros fonds verts. Oui, sur Titan, mais parce que t'as pas le choix, mais C'est pas forcément, en fait, mon reproche, c'est pas forcément une qualité, c'est une profondeur. Je trouve Oui, qu'il y a, il y a pas- il il y a y a rien, très loin et il y a devant, et il y a et rien il n'y a entre. pas des choses au fur et à mesure. Mais c'est du pinaillage pour pinailler, et aussi notamment parce que je l'ai vu la deuxième fois en me concentrant pas mal sur ce point-là, et qui m'avait un peu titillé la première fois, mais où j'étais loin d'être dérangé. Et la deuxième fois, j'étais pas dérangé non plus. Mais c'est vrai que New York, par exemple, comme c'est un vrai décor, c'est beaucoup plus rempli. Il y a toutes les voitures, il y a tous les. C'est une des meilleures scènes d'ailleurs. Oui, c'est une des Pour meilleures. D'ailleurs, même New York, c'est intéressant de voir le plan, en fait, pour introduire New York. C'est le plan de la ville, enfin l'horizon de la ville qui bouge. Parce que c'est comme ça que ça a toujours été introduit dans Doctor Strange. Et voilà, ça servait à montrer Doctor Strange. En fait, j'ai bien aimé l'introduction des personnages qu'on connaissait peut-être pas ou moins. Puis il y avait toujours un élément soit visuel, soit sonore, où on dire ça, c'est lié à tel personnage. Parce qu'on n'en avait pas besoin pour Captain America, on n'en avait pas besoin pour Iron Man. Et même si Spider-Man, il est, on va dire, nouveau, mais tout le monde le connaît tellement que t'en avais moins besoin de l'introduire. Parce que même si t'as pas vu le Homecoming, mais que t'as vu les vieux, tu sais qui est Spider-Man. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool en fait de mettre des petits éléments pour accrocher tout le monde au wagon. Puis, puisqu'on parle des personnages, un très bon point que j'ai trouvé, c'était le Black Order. Parce que quand t'as un grand méchant et puis des petits méchants, t'as quand même toujours un peu peur que les petits méchants ils soient un peu nulos, enfin juste là pour mettre de la bagarre et faire passer le temps. Alors que la première confrontation, elle te montre quand même des vrais méchants balèzes, parce qu'ils perdent, accessoirement, et avec des choses visuelles. Ils ont de la gueule. Ils sont beaux. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont aussi pas trop mal fidèles aux comics, au résultat de ce qui a été montré dans Infinity. Et ils sont beaux, et finalement, rien que eux font vraiment peur. Enfin, Ebonimo avec Strange, c'est. D'ailleurs, il donne l'impression tout de suite d'être un bien meilleur magicien, puisqu'il reste très immobile. Doctor Strange, pour sa magie, il est obligé de faire des grands gestes tout le temps, et puis lui, il fait des petits mouvements de doigts, et il fait. Moi, j'ai beaucoup aimé quand il fait les pointes de bois à un moment. Enfin, tous ces trucs-là, il a vraiment un côté très sûr de lui qui marche bien. Grand sage. Il y a un autre truc aussi c'est vraiment des détails, mais quand il se bat avec Strange dans New York, à un moment ils sont collés contre un mur, mais tête à l'envers. Et on voit les cheveux de Strange qui évidemment suivent la gravité de manière tout à fait logique, et pas les cheveux de Mo. C'est ce genre de truc où tu t'en rends pas compte, ça sert pas trop à l'histoire, mais au bout de 5 fois, on n'a rien d'autre à faire que de regarder les détails. Ça appuie mais ça appuie le personnage. Finalement, c'est toujours ces tout petits détails dont on se rend pas compte, mais s'ils étaient pas là et ça casserait d'une certaine manière. Donc, l'effet est un peu moins réussi face à Wanda et Vision, je trouve. Parce que en fait, je trouve que les méchants sont très forts, mais que les deux héros sont nuls. Enfin, par rapport à ce qu'on sait de Vision, il se fait défoncer. Vision, ça sert pas grand chose. Et par rapport à comment il est montré dans Age of Ultron, où il est le sauveur de tous les Avengers, je trouvais que là c'était un peu bizarre du coup. Oui, parce qu'il met beaucoup de temps à utiliser on va dire son rayon lumineux lié à la pierre, et puis même quand il l'utilise Corvus Glaive, il arrive à le parer. Moi par contre, j'ai trouvé que les pouvoirs de Wanda était beaucoup plus fort et qu'elle pouvait faire vachement plus de trucs. Enfin, elle peut voler, elle peut ralentir sa chute. Enfin, elle a une plus grande maîtrise de tout ce qu'elle peut faire et tout ce qui ça lui. Donc, je suis moins d'accord avec toi. Je trouvais que cette bagarre était bien parce qu'elle montrait Wanda et pas Vision. Mais si on en revient aux porteurs d'Infinity Stone, et Vision et Doctor Strange, ils les utilisent très très peu. Ils les utilisent quasiment pas leur pierre ou pas ce qu'ils en font d'habitude. Et c'est vrai qu'ils ont l'air un peu genre en deçà de ce qu'on les avait vus faire précédemment. Ils les ont mis au même niveau que les autres Avengers. Voilà. Alors qu'ils sont a priori un cran au-dessus. Par contre, moi j'ai bien aimé effectivement l'arrivée
de Falcon, de Black Widow et de Captain America, parce que moi j'ai trouvé justifié que Black Widow gagne, on va dire, parce que c'est juste des arts martiaux et que pour le coup l'adversaire en face est très fort, pas par des super pouvoirs, mais parce qu'il se bat très bien. Et elle, pour le coup, c'est la meilleure sur ce créneau-là. Donc du coup, ça lui permettait de lui donner un peu de présence de manière justifiée par rapport à effectivement un alien avec une super force ou des pouvoirs magiques où là, elle n'aurait rien pu faire. Et aussi, cette scène était bien parce qu'on voyait que ils ont réussi à les battre, mais parce qu'ils étaient tous les trois et que c'est une vraie harmonie. C'est pas il y en a un qui attaque et puis après il y a l'autre qui attaque. C'est en fait ils attaquent tous les trois d'une certaine manière et c'est vachement appuyé. Et ce qui montre que eux ils étaient toujours une vraie équipe malgré la Civil War, alors que Stark se retrouve tout seul. Il a pas rodé Roddy qui est avec lui parce qu'il est toujours à la base. Enfin, c'est aussi une bonne manière de remontrer toutes les dynamiques qu'il peut y avoir entre les personnages. C'est aussi très marrant de voir Stark qui fait un concours de beat avec Strange, mais parce que c'est logique. Les deux sont des ultra orgueilleux. Les deux sont ultra orgueilleux, ils savent qu'ils sont très très bons dans leur domaine. Strange, avant, c'était quand même un chirurgien, donc il était déjà comme ça. Donc, en fait, il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient ultra logiques. Ils sont comme ça dans les bouquins d'ailleurs, dans les BD où ils se croisent, c'est toujours concours de kékette donc. Voilà, c'est ça. Aussi dans les BD. Putain, un petit Spider-Man à côté, qui attend qu'ils aient fini. Qui veut pas que quelqu'un lui mette du pondre des œufs à l'intérieur de son corps. Et même quand les gardiens arrivent, souvent quand les gardiens arrivaient sur Terre, qui croisaient les Avengers, ils avaient commencé par se taper dessus et après avant de se rendre compte, ah non c'est bon on est dans le même camp. Et ça a été ça aussi. En fait j'ai trouvé que tout était ultra logique et c'est ça aussi qui de mon côté est assez surprenant, c'est qu'on a tous pu faire 36 000 théories de comment ça allait se fonctionner, de qu'est-ce qu'on voyait dans les trailers, comment les interpréter. Finalement le film n'a pas eu énormément de surprises. Toutes les interactions des personnages sont logiques, tous les événements, l'enchaînement des actions est logique. Et il y a ça aussi qui fait, c'est moi personnellement en 2h30 je me suis vraiment jamais ennuyée. On passe toujours d'un truc à un autre et c'est logique. Enfin, ça bouge vraiment tout le temps. Même ce qui est un peu moins logique ou nécessaire, il le justifie quand même pour que ça tienne. Je pense à la présence de Red Skull en tant que gardien de la pierre. Ouais. C'est complètement what the fuck, mais il l'explique. Voilà, tu dis c'est l'erreur qu'il a fait en manipulant le Tesseract et voilà. Bon, c'était voilà. C'était du fan service, mais c'est pas genre on vous le colle pour faire plaisir. Voilà, ils ont réussi à trouver une explication. Et même la Soulstone qu'on a tous essayé d'imaginer, qu'on a tous plus ou moins dit c'était ça ou ça. Finalement, moi je m'attendais au bout d'un moment que ça soit rien parce que c'était pas logique, qu'on l'ait plus ou moins déjà vu. Et ça apparaît de manière tout à fait genre simple. Gamora l'a vu, elle sait où est-ce que c'est, elle a tenté, enfin... Et en fait, il y a eu un savant mélange de trucs tout à fait logiques, mais qui étaient aussi plein de surprises, et on savait pas où est-ce que le film allait nous emmener, et surtout après cette conclusion-là. Et d'ailleurs, on savait pas non plus qu'il allait y avoir autant de choses dans l'espace. Ça a été une bonne surprise. Dans les bandes annonces, on voit un peu les gardiens dans leur vaisseau, et sinon on voit la Terre. Et on voit Titan, il y a ce qu'on supposait être Titan, mais c'était pas clair non plus. Mais les scènes avec Thor dans la forge, je me souviens dans les trailers, ça pouvait tout et rien dire, on savait pas du tout ce que ça allait être. Ouais. Alors là, par contre, j'ai pas pu m'empêcher de me dire pourquoi ils ont mis le mécanisme manuel au milieu du trou. C'est le seul moment où j'ai fait hein. Mais quand on est rendu à tiquer sur des détails comme ça, c'est quand même que ça démarre bien. Le film a quand même démarré très très fort avec le vaisseau asgardien détruit, Hulk qui se fait éclater la gueule, voilà, les deux qui meurent, enfin... Ils te mettent un niveau d'entrée de jeu qui est quand même assez balèze et qu'on pensait pas avoir direct dès le début comme ça. Enfin, surtout que
t'arrives après la bataille. Et du coup, moi, les 10 premières secondes, j'ai essayé de me souvenir de la fin des derniers films en me disant, est-ce que j'ai loupé quelque chose, ou est-ce qu'ils ont fait exprès de faire une ellipse en me disant, voilà, il a tout défoncé. Donc ça, déjà, ça pose les bases en me disant, il peut tout défoncer, c'est acquis, parce qu'on nous montre même pas, il n'y a même pas de suspense, tout le monde est mort, quoi. Donc, et ouais, c'est un peu perturbant, et au final, ça donne un peu le temps aussi pour la suite en me disant, bah voilà, il gagne, et puis il regagne, quoi. Et aussi, ce qui était bien, c'est genre l'aspect enfin l'introduction de Thanos et au final aussi tout son développement au sein du film. Parce qu'au début, on a donc l'introduction d'Ebony Maw qui dit réjouissez-vous, vous allez mourir de la main de Thanos. Ouais, bon, d'accord. En effet, on voit le vaisseau, on le voit se battre contre Hulk, et clairement, Hulk, il sert à rien. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il revient pas. D'ailleurs, il va pas revenir. Enfin, il prend super cher. Et puis même dans la manière de se battre, c'était toi qui l'avais dit. Oui, en fait, que Thanos est beaucoup plus massif que Hulk et il est hyper souple et très rapide, alors que Hulk en face, c'est un bœuf, il est lourd, ses mouvements sont super lents, il se déplace pas bien. Enfin, ça se voit direct quoi dans les scènes de combat et du coup c'est beau à voir et c'est là où on se rend compte que Thanos c'est pas juste un gros méchant, il est aussi hyper fort. Physiquement il y a quelque chose quoi. Donc, on savait que Thanos allait être le plus grand méchant et qu'il était ultra balèze, c'est bon, et nous les présenter comme ça, et c'est bien, genre, ils y vont direct, oui, Thanos est comme ça, et puis après, au fil du film, où on découvre pourquoi il veut faire ça, comment a été construite sa relation avec Gamora, et finalement, en finir, un truc où on dit, ok, c'est le plus grand méchant, mais... on comprend pourquoi, en fait. On comprend, et c'est... Ouais. Et ce qui même, il aurait pas raison. Moi, c'est clairement la première fois où je me suis dit, le méchant a raison. Parce que de base, les méchants sont toujours un peu nazes au sein du MCU. Enfin, ils servent à rien. Loki, on dit toujours c'est le meilleur méchant, mais c'est vrai. On avait Killmonger qui rentrait aussi dans cette phase-là. Parce que Killmonger, il servait notamment à faire évoluer Black Panther, et Loki, il servait à faire évoluer Thor. Là, il fait évoluer personne, vu que de toute façon, il a tué la moitié de l'humanité. Mais surtout, c'est un vrai problème qui existe, qui est réel et qui... Bah oui, qui fait discuter. C'est forcément écho à des choses d'aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant, même si c'est abordé, oui, et puis abordé rapidement, mais quand il y a ce petit effort d'un film popcorn d'essayer de coller à des problématiques de consommation des ressources et tout ça. Mais ce qui est hyper déroutant, c'est qu'il est pas cruel en fait. Il tue pas pour jouer, il tue pas pour son plaisir. Clairement, il subit presque sa position de méchant. Il se dit, je suis le seul à pouvoir faire ça. Ça doit être fait, donc j'endosse la responsabilité et après j'irai me retirer sur on sait pas trop où. Sur une rizière. Voilà, c'est ça, tout seul, à ruminer ma peine quoi en fait. Et on voit pas de méchants comme ça qui sont tristes d'être des méchants en se disant je fais ce qui doit être fait et puis bah tant pis quoi. Et c'était ça aussi, moi, la première fois qu'il m'avait fait tiquer, c'est quand Loki lui dit tu ne seras jamais un dieu, où il esquisse, ce que j'avais supposé être un pseudo-sourire, où je m'attendais après qu'il dise une phrase de mais je le suis déjà, ou je serai au-dessus d'un dieu. En fait, non, ça prouve juste qu'il veut pas être ça. Mais tu le sais pas tout de suite, tu mets du temps en fait. Mais c'est pas une recherche de statut. Non, il veut pas être super fort, il veut juste nettoyer un peu les univers et voilà quoi. Il sait juste qu'il sera le sauveur de l'humanité, mais qu'il sera jamais remercié ni. Et au final, ça lui est égal. Et c'est quand même sacrément impressionnant d'avoir écrit un personnage de cette manière-là, et qui en plus un personnage qu'on comprend tout de suite. Avec un seul film. Les autres, les super-héros, c'est bon. Avec un seul film où il y a 15 autres personnages forts en face, quoi. C'est pas mal, je trouve, c'est comme il y a beaucoup de personnages qui l'ont rencontré, c'est-à-dire qu'il est introduit par le Black Order, il y a Gamora qui en parle, il y a Strange qui parle des pierres, il y a aussi des flashbacks, mais pas tant que ça. Et du coup, en fait, quand il le présente, c'est des angles différents à chaque fois. Si t'avais que des flashbacks, au bout d'un moment, tu finis par soupirer. Si c'est tout le temps la même personne qui en parle, c'est pareil, t'en aurais eu marre. Et là, du coup, il y a les angles, les points de vue différents qui permettent de faire qu'on le découvre de manière un peu différente. Il y a lui qui fait quelques monologues aussi, mais pas tant que ça. Je trouve que ces prises de parole sont pas caricaturales du grand méchant qui révèle tout son plan juste à la fin.
Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le point de vue de Thanos sur s'il faut éradiquer la moitié de l'humanité pour que l'autre puisse survivre correctement. Et on a aussi un discours contraire qui est là donné par Captain America, qui lui est pas dit en face, mais c'est quand il parle avec Vision, parce que Vision est prêt à sacrifier, et Captain America dit non, on ne sacrifiera jamais une vie, enfin, rien n'est plus précieux qu'une vie. C'est intéressant parce qu'on a les deux points de vue, mais ils sont jamais dits face à face, et les deux, en fait, t'es là au milieu, et je trouve que t'es d'accord avec les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème des ressources que prend en main Thanos, les autres en face, ils n'ont pas une contre-proposition. Parce qu'ils disent juste, bah non, on va pas tuer les gens, mais lui, il a son exemple de sa planète devenue désertique. T'as personne qui dit, attends, on va planter des éoliennes et manger du chou vert, et ça ira. C'est ça, et arrêter de prendre l'avion pour aller au Japon. Mais du coup, effectivement, il est il est vraiment impressionnant dans l'écriture, mais du coup, j'en ai d'autres. Des personnages que j'aimais bien qui m'ont un peu du coup moins intéressé dans ce film-là, ce qui était prévisible dans le volume de Monde, c'est-à-dire que du coup Bruce sans Hulk, il y a un petit côté un peu pleureuse, un peu limite chiant. Moi qui suis une grande fan de Bruce Banner, parce que j'aime les grands personnages, les gros personnages, donc j'aime beaucoup Hulk, mais ouais là un peu. En fait, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, le côté de Bruce versus Hulk qui s'entendent pas. Il y en a un qui veut être là et pas l'autre. En fait, ça joue sur des choses qu'on a déjà vues et revues. Du coup, moi, je l'aurais utilisé peut-être différemment. C'est-à-dire que s'il peut pas avoir Hulk, je lui aurais pas donné l'armure d'Iron Man. Je l'aurais laissé au labo avec Suri pour s'occuper de Vision, comme il est scientifique lui aussi. Mais vachement moins moins bon qu'elle a priori, mais du coup t'aurais pu faire quelque chose comme ça et puis du coup voilà, l'utiliser comme un non combattant et autrement voilà, creuser le Bruce Banner un peu plus du coup. Mais je pense que celui qui m'a le plus énervé c'est clairement Star-Lord, parce que si la Terre est détruite, c'est quand même à cause de lui. Oui, mais c'est son côté humain en fait. Ouais, mais 50% humain. Là, Ouais, mais est-ce que c'était pas dans le plan de Strange ? C'est ça. Alors là, on peut toujours tout justifier. Non, parce que après, au-delà de... Moi, c'est pas tant à Star-Lord que j'en veux qui réagit humainement, c'est juste que tout le monde lui dit, à ce moment-là, ah bah non, il est pas revenu avec Gamora. Gamora est très certainement morte. Je sais pas, attendez 2 secondes, prenez les gants, et après vous en parlez de Gamora, pas tous en même temps, pendant qu'il y a Iron Man et Spider-Man qui sont en train de de faire leur possible. Oui, ils sont tous là autour. Mantis, elle est là, oh je sens de la tristesse. Oui, voilà, il est en deuil, ta gueule. Et t'as Nebula qui est là sur le côté, la main sur les hanches, en disant, ah bah Gamora, elle est pas revenue, il est parti avec, elle est pas revenue, elle est très certainement morte. Genre, juste 2 secondes, attendez, vous pouvez pas faire 2 choses en même temps, là. Non, effectivement, mais déjà, je le trouvais plus arrogant que d'habitude, et quand il parle de son plan avec Stark, il arrive à être plus arrogant que Stark, parce qu'il faut y aller quand même. Ouais, il joue beaucoup plus. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant le coq, même face à Thor, quoi. Mais après sa réaction à la mort de Gamora, il est comme ça aussi. Il surréagit, il est un peu à fleur de peau. Oui, effectivement, c'est quand il a. C'est logique, c'est dans sa personnalité. Dans Les Gardiens, c'est quand il apprend que son père a tué sa mère qui décide de se battre. Effectivement. C'est pas tant ça, oui, mais c'est vrai qu'il fait le coq, mais disons qu'il y avait besoin que certains traits soient un peu exagérés pour que. Notamment pour les gardiens, je pense que c'était un petit peu nécessaire d'exagérer certaines choses. Mais disons qu'il n'y a pas grand chose qui contrebalance, il apporte pas. Non, et du coup, c'est pour ça qu'il m'a un peu plus agacé. Et puis. Moi, c'est celui que j'ai trouvé qui servait à rien, et c'est bien, c'est Captain America. Très clairement, il fait rien d'héroïque. Il fait le symbole un peu, mais. Mais voilà, mais on a l'habitude, mais je m'attendais à qu'il fasse plus, il fait pas plus, et c'est pas plus mal, hein, mais moi j'ai trouvé ça bien qu'il soit vachement en retrait. Par contre, quand ils sont au Wakanda et que ça y est, ils ont ouvert la porte pour que les chiens arrivent et qu'ils décident tous de se mettre à courir, c'est assez marrant d'avoir montré juste cette toute petite scène où lui et Black Panther ils dépassent tout le monde et ils sont les premiers. Et en fait c'est assez cool parce que pour Black Panther c'est logique parce que c'est son pays, donc il veut tout faire même s'il a
trois pelés de tondu pour faire son armée alors qu'on lui dit que c'est la fin du monde, mais qu'il y aille pour défendre les gens et que Captain America c'est aussi logique parce qu'il a genre passé toute sa vie à faire ça et donc c'est une belle scène en plus. C'est une belle scène, ouais, c'est tout bête mais c'est une très belle scène. Moi j'ai trouvé très chouette juste avant, comme t'évoquais les chiens, la manière dont ils essayent de passer le bouclier en se faisant découper, je trouve que ça montre vraiment une violence plus forte des monstres par rapport à s'ils tapaient juste et que ça passait pas ça passait pas. Non, ils sont prêts à se là il y a tuer, un côté ils s'en foutent. Oui, c'est ça, machine de guerre qui marchait bien. Même ça, ils sont vachement beaux. Et là, je serais vraiment curieuse de savoir comment ils ont tourné parce que il y a quand même des scènes de combat qui sont vachement proches où t'en vois qu'il y en a 3 sur Black Panther, 3 sur Captain America. Enfin, ils prennent super cher. Comment ils les ont tournés parce que, enfin. Pour les scènes de combat rapprochées, il doit y avoir des humains. Ouais, mais c'est ouf. Enfin, parce qu'ils ont plein de bras. Enfin, j'ai vraiment été assez bluffée par tout ça. Oui, même s'ils m'ont quand même beaucoup fait penser aux bêtes sauvages d'Avatar. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très proche. Mais c'est dans Infinity, hein. Dans Infinity, c'est comme ça. Bon, après, il a pas. Peut-être que Cameron avait lu les comics avant de faire Avatar, alors je ne sais pas. Avatar, c'est de quelle année ? Non, Infinity, c'est après Avatar. Ah non, mais Avatar, ça a 10 ans déjà. Pas non, je crois qu'Infinity... Enfin bon, c'est du détail. Mais, en tout cas, non, c'est assez proche de... Sauf que dans les comics, ils parlent et ils ont d'autres choses, mais... Oui, ils parlent. Ça doit être encore plus Disons que c'est pas des chiens, c'est juste une une espèce alien, donc c'est assez cool. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on voit vraiment tous les pouvoirs des Infinity Stones, même séparés, on voit vraiment à quoi elles servent. Et c'était un truc qui, moi, m'avait moins choqué en lisant le comics Infinity Gauntlet. Et je voyais moins quelles étaient l'étendue des pouvoirs des trucs. Sauf qu'à un moment, il y a quand même Captain America qui finit dans un glaçon, je crois, enfin, c'est lui. Bref, j'avais pas vu visuellement un truc de ouah, c'est oufissime, même s'il arrive à tuer la moitié de l'humanité aussi très rapidement, enfin bref. Mais là, je le vois vraiment dans les comics. Oui, on voit l'illusion, on voit le temps remonter, on voit le pouvoir, enfin le voyage dans le temps, et par contre l'illusion sur Nowhere. Moi, j'y avais vraiment cru. Moi je me suis dit c'est passé un truc quand elle lui tranche la gorge direct. Ouais, j'étais là, je fais oh mon dieu, enfin qu'est-ce qui se passe, enfin, de toute façon ce film était genre à chaque seconde tu disais mais qu'est-ce qui se passe. Ouais. c'est quand même un peu ça hein. Et d'ailleurs sa mort était sa non-mort était très touchante. Ça m'a brisé le cœur. Gamora était tellement... elle en pouvait plus et puis lui il comprenait pas que sa fille était capable de faire une telle chose. Moi, c'est Gamora qui m'a fait mal parce qu'on découvre aussi une autre partie d'elle, pas seulement la fille qui veut se venger, mais aussi où tu te dis que quelque part elle l'aime malgré tout et ça lui fait mal et on n'avait pas vraiment vu ça encore. Et c'était déchirant. Moi, j'adore Gamora. Père son âme. Feu Gamora. Non mais oui. Ça a été en plus à nouveau une des nombreuses zones de l'espace qu'on voit et qu'on voit juste le temps qu'il faut parce que ils nous ont pas réexpliqué que c'était la tête d'un céleste, machin, tout ça. Enfin, t'as des lieux, on te dit juste c'est une planète, t'as pas besoin d'en savoir plus. La forge dont j'ai oublié le nom, il dit ils disent c'est une forge qui se noue avec une étoile et qui font les plus grandes armes de la galaxie, ça te suffit comme info. Et du coup ça fait que effectivement en s'embarrassant pas de trop d'exposition, je trouve que les enchaînements de scènes d'un lieu à un autre, le rythme est toujours bon justement, c'est ce qui contribue à pas avoir de longueur, c'est qu'on passe pas un temps trop long à un endroit
Oui, parce que c'est dense en plus, donc ça brouille pas non plus d'informations inutiles, parce que, enfin, moi qui ai vu tous les films qu'une seule fois, je débarque à être sûr, déjà, quand on voit Red Skull, j'ai mis bien 8 secondes à me souvenir où je l'avais vu avant, donc si on se dit, si à chaque fois qu'il disait un nom de planète ou un nom de personnage, on met 8 secondes à se souvenir à temps, donc dans quoi je l'ai vu, pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'était passé, enfin, on a toujours peur de louper une D'ailleurs, Red référence. Skull, il donc, est pas introduit. Non. Et on sait juste que c'est quelqu'un qui a fait une expérience, qui a foiré et qui est condamné à rester là. Oui, mais au moment où on l'a vu, je me suis dit, il me dit quelque chose. J'ai entendu toute la salle chuchoter, donc je me suis dit, il se passe un truc, et j'ai retrouvé toute ça sans demander. Mais enfin, et du coup, enfin, tu sais que Marvel joue avec ça, et c'est aussi ce qu'on aime. Et du coup, enfin moi, dès qu'il y a un nom de planète, je me dis, je suis sûre qu'on l'a déjà entendu quelque part, que ça veut dire quelque chose. Et du coup là, pour le coup, ils se surchargent pas en ça, et parce que 2h30, c'est dense, il se passe beaucoup de choses, on voit beaucoup de monde, ils sont tous à des endroits différents, parce qu'au final, ils combattent jamais tous ensemble. Donc non, ça laisse un peu d'air aussi. Je serais curieux d'avoir l'avis de gens qui ont presque rien vu de Marvel, parce que de mon point de vue, si bien évidemment tu perds des éléments, je pense que le film est quand même compréhensible. Complètement. De ce que j'ai eu, c'est que le film est compréhensible. Tu comprends tout le film. C'est moins les interactions avec les personnages qui est un peu chaud. Parce que j'ai été le revoir avec des potes qui avaient vu pas Doctor Strange ou pas Black Panther. Enfin, Doctor Strange, c'est dommage quand même. Ou quelques-uns. Enfin bref, c'était pas dans l'ordre très clairement. Et toute l'intrigue du film, il n'y a pas eu de soucis. En plus, ce qui est le vrai intrigue du film, les Infinity Stones, c'est expliqué par Wong. Donc ça, voilà. Mais c'est plus sur les interactions sur les personnages et des trucs dans le genre qui ont manqué. Mais que, comme ils sont écrits dans l'excès, notamment Strange et Stark, enfin c'est écrit dans l'excès, ils ont dit, ah ok, il se passe un truc et c'est leur caractère qui est comme ça et c'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière-là. J'imagine que ce qui doit de toute façon le moins fonctionner sur des gens qui n'ont rien vu, c'est la disparition des héros. Parce que quand tu vois disparaître des personnages que tu connais bien, toi si tu as découvert les gardiens dans ce film-là, bah ok, Groot il est mignon et il dit papa à Rocket avant de mourir, mais il y a beaucoup moins d'enjeux, c'est beaucoup moins fort parce que tu t'es pas attaché, t'as pas. Et puis tu vois pas la relation qu'ils ont tous les deux. Aussi. Rocket, le pauvre. Il y avait un mème maintenant sur, vu qu'on sait que le film Gardien de la Galaxie 3 est confirmé et qu'il sort pour 2020, c'est juste une image d'un raton là-bas, posé au milieu de la rue et c'était marqué « Voilà les Gardiens de la Galaxie volume 3 ». En vrai, je pense que c'est... Je sais pas ce que va donner Avengers 4 et je sais pas qui va revenir à la vie ou pas, mais je pense qu'on n'est pas obligé de réavoir toute l'équipe. Ça peut être juste, genre, il peut faire équipe avec Thor, c'est pas dérangeant en soi. On peut, Nebula est toujours là, donc on peut avoir une nouvelle équipe, les Gardiens de la Galaxie. Donc on dira toujours, c'est pas les nôtres. Leur quête, ce sera d'aller planter la hache de Thor pour faire revivre Groot avec le manche. Oui, ah oui, c'est vrai. Ouais. Je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Ça dépend, c'est-à-dire que si c'est toujours considéré comme une partie de Groot, le manche de la hache aurait dû partir en poussière. C'est parce que le collègue qui m'a dit ça, elle m'a dit mais pour Groot ils ont qu'à replanter le manche et j'ai commencé à genre me foutre de sa gueule et j'ai bloqué, je me disais bah peut-être mais en fait. Il jette pas son bras dans le feu quand même ou un truc comme ça pour... J'ai l'impression que quand même son bras se solidifie vachement avec la chaleur et donc ça fait plus vraiment partie de lui, c'est pour ça qu'il arrive à le casser d'une certaine manière assez nette. C'est mort, mais c'est... Je pense pas qu'on puisse faire une bouture. Non mais c'est comme un ongle, tu vois, c'est fini. Alors que c'était des vrais bouts de Groot qui avaient explosé dans le 1 et c'est pour ça qu'ils arrivent à le replanter. Donc là j'ai l'impression que c'est vraiment dissocié de Groot. D'ailleurs, je me souviens que je savais pas comment Stark et Nebula font pour partir de Titan, mais si ils peuvent partir de Titan, puisqu'il y a le vaisseau des gardiens qui est montré sur Titan, quand ils arrivent sur Titan, il est montré, et il n'est pas remontré détruit. Oui. Donc en partant du principe que ce qui n'a pas été montré détruit existe toujours, c'est pas genre Shuri, Wong, Ant-Man et Hawkeye sont toujours vivants, on va dire, mais le vaisseau, en fait... Normalement, le vaisseau des gardiens, lui, il existe toujours. Parce que le vaisseau qui s'écrase sur Thanos, c'est celui de Nebula. On parle vite fait de la scène où
en fait, où Thanos, une fois qu'il claque des doigts et que tout le monde commence à mourir, il est tout de suite projeté dans un monde un peu donc, complètement orange et on voit juste la jeune Gamora. Donc très vite, les rumeurs ont été ils sont dans la Soulstone. Moi, je le voyais pas comme ça, parce que pour avoir vu Harry Potter, je sais pas si vous avez vu les Reliques de la Mort, mais quand il se sacrifie, il est projeté dans un univers un peu chelou, enfin tout blanc avec King's Cross et avec Dumbledore. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, je me suis pas dit... Donc les Russo ont confirmé que oui, c'était bien dans la Soulstone, et que oui, Gamora, enfin l'âme de Gamora est bien dans la Soulstone. Après, ce qui est à peu près logique, étant donné qu'elle s'est sacrifiée, que cette stone est un peu bizarre, et que dans les comics, on sait que la Soulstone peut accueillir des gens. D'accord. Ouais. Mais avec ça, on est bien avancé, parce qu'on sait pas comment faire sortir une âme. On sait pas. Ah bah voilà. oui. Non, mais oui, mais il y a toujours un truc de Gamora. En tout cas, Ouais. elle est peut-être moins morte Oui. que les autres qui sont partis en Elle fumée. est demi-morte. On a son âme, il suffit juste d'avoir une enveloppe. Voilà. Que les peu autres, comme les autres sont juste morts. Enfin, maintenant, même dans pas les... mort, c'est parti en poussière. Enfin, il y a ce truc-là, en plus, il reste même pas de corps, ils C'est sont un côté disparus. presque... Quoi. C'est, comme dans The Leftovers, quoi, ils sont departed, tu vois, pouf, il n'y a plus personne. Ils ont jamais existé, enfin, à part dans le souvenir des gens. C'est ça. Des gens. Ouais. Mais ouais, donc... Mais c'est drôle, c'est qu'il y en a quand même qui touchent plus que d'autres hein, quand ils font disparaître. Spider-Man. Bah oui, c'est le. Bah en même temps, c'est ça tire en le longueur. jeune, c'est Oui, le long. oui, en plus oui, mais vachement de Ouais, temps mourir par mais rapport aux même autres, en quand dehors de ça, du rôle qu'ils ont eu dans le film, des efforts qu'ils ont mis pour résister, quoi. C'est-à-dire que t'en as qui ont été quand même très en second plan. Moi, en fait, Vision, quand il s'est fait arracher la pierre de la tête, je me suis pas dit ah Vision est mort, je me suis dit ah Thanos a la pierre. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors que Wanda, quand elle meurt, moi j'ai été un peu... Je fais... Ouais. Putain, même Black Panther, c'est assez surprenant, ça aurait pu être l'inverse en me disant... Après, je trouve ça un peu dommage, on retrouve tous les Avengers, il y en a aucun qui est mort. Oui, ils sont tous, enfin les originaux, ils sont tous là, en comptant Hawkeye, parce que ils sont tous là. Après, dans les Gardiens, ouais, ils sont tous été décimés, à part Rocket, mais... C'est mon préféré, donc ça me va. Oh non, et Nebula aussi. Mais voilà, j'ai trouvé que en plus, ils ont toujours fait mourir quelqu'un face à quelqu'un qui pouvait réagir, donc ressentait la mort de celui qui le voit. Enfin, oui. Oui, pour permettre une identification et une... Et ce qui est vraiment remarquable dans ce film-là, c'est la fin. C'est la première fois qu'on voit le méchant gagner. Bah, c'est la première fois qu'on voit le méchant gagner serein, on va dire. Moi, je trouve qu'il y a en fait que la fin, il gagne, mais c'est super calme. C'est pas, c'est la première fois que je vois dans un film qui est quand même, les Marvel, c'est beaucoup d'action, ça se tranche dans tous les sens, ça se combat, c'est du corps à corps, etc. Et là, en fait, toute la fin, c'est Thanos arrive, il n'y a pas de musique, ils sont dans la forêt, il y a juste le bruit du vent dans les feuilles, il n'y a pas de musique, il arrive et il gagne, mais en plus, il gagne. Alors après, il y a de la musique quand tout le monde meurt, mais c'est pas sanglant, en fait, c'est juste... Et du coup, je suis restée scotchée pendant toute la scène parce qu'on n'a plus tous les codes qu'on est habitué à voir. Et ça finit sur son point de vue. Parce qu'on on a vu plein des films où les méchants gagnent. Dans l'Empire contre-attaque, l'Empire il gagne à ce moment-là. Luke a la main tranchée, Han Solo s'est fait congeler. Mais ça finit sur Luke. Et visuellement, c'est violent, alors que là, en fait, c'est même pas violent visuellement. Donc ils ont fait que de se battre les uns contre les autres pendant tout le film, et ça finit calmement, en fait. Alors que c'est la fin du monde, mais et c'est à nouveau le but du méchant qui permet ça. C'est-à-dire que comme c'est pas un but de domination, mais une vision d'équilibre, mais du coup, tu peux finir sur quelque chose de zen. J'ai fini en pleurant, et on m'aurait dit tu vas pleurer devant un Marvel... J'aurais rayonné, quoi. J'ai pleuré. Dans un autre film où le méchant gagne, effectivement, ça finit par une victoire violente. Et là, ça finit par une mission accomplie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, tu te retrouves. Mais c'est assez marrant, parce que à chaque séance, ça a été ça de...
qu'est-ce qui vient de se passer. Ouais. Genre, c'est pas possible. Après, moi, tous mes potes lecteurs de comics, ils disent mais dans les comics, ça se passe jamais comme ça. C'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Il se passe quoi? Et vraiment toutes les séances. Et après, au travail, donc les gens commencent à voir le film. Et en disant, et à chaque fois, ils disent c'est où la cellule psychologique? Parce que là, j'ai besoin d'en parler. Ouais. Et donc, ouais, non, c'est assez. Mais enfin, tout le long du film, c'est. Enfin, je pensais pas. Déjà, je voyais pas du tout venir le fait qu'il allait gagner. Et au fur et à mesure où il a les pierres, je me dis putain, ils ont des couilles. Ah oui, oh, 4 pierres. Ah tiens, oh, 5 pierres. Oh, bah dis donc, il est vachement proche de la 6. Et les 6, quoi. Tu fais. Enfin. Et puis quand Thor arrive, tu te dis ah bah, c'est bon. Quand Ouais. il lui plante la hache, tu dis ah c'est bon, il l'a sauvé juste à temps. Bon, il y a Vision qui est mort, mais ça va. Et puis là, il lui fait bah non, Espèce de gros con. fallait viser la tête. Ouais. Et c'est toi qui expliquais qu'en plus, d'habitude, c'est les gentils contre les méchants. Les gentils sont un peu... en fait, en termes de déroulement, les gentils commencent à perdre, donc ils se mettent en retrait. Ils préparent une nouvelle attaque, ils reviennent. Et là, il n'y a pas ça, en fait. C'est à flux tendu. C'est à flux tendu, effectivement. Tout le long, quoi. Et ça fait D'un échec. ça fait du bien. Enfin, Ouais. si tu prends le dernier juste avant, Black Panther, bah, c'est il perd face Face à à Killmonger. Killmonger qui devient roi et après bah, il se trouve des nouveaux alliés, il est soigné, il revient et Ouais. il gagne. Et c'est cette formule-là, la classique. En fait, Et, le film commence, ils sont en train de perdre, parce que ça commence sur une bataille qu'ils ont perdue, en tout cas. Et c'est ça tout le long, quoi. Quoique t'as même l'impression qu'ils vont gagner parce qu'ils arrivent à tuer Ibonimo, ils arrivent quand ils se battent contre Proxima Midnight et Corvus Glaive, finalement ils sont obligés de se barrer parce que Captain America et compagnie ils ont gagné. Enfin, tu te dis ah c'est bon, ils vont y arriver. Et puis après tu vois Thor arriver, mais alors, genre l'entrée de Thor au Wakanda, elle est oufissime. C'est bon, il va tuer tous les chiens et il y aura plus personne après. Ah bah non, en fait il y a juste Thanos et Et non. Et du coup voilà, ça nous évite ce truc de Thor il a rien fait entre guillemets pendant tout le film et il arrive pour sauver le truc. Bah non, il arrive trop tard. Et du coup ça évite ce truc où on aurait quand même peut-être un peu fait un petit soupir de ouais, ok c'était facile. Non, genre vous vous souvenez quand le générique a commencé, genre il y a eu à la fois genre personne ne parlait Personne l'a mouché, quoi. Et puis des petits chuchotements en disant qu'est-ce qui vient de se passer. Le mec qui a lâché le putain, il était génial quand même. Donc j'ai jamais vu une salle aussi immobile un début de générique de Marvel, quoi. Parce que normalement ça commence à papoter et tout. Et là, les gens restent parce qu'on sait qu'il y a les scènes post-génériques, mais tu commences déjà ton débrief de film et ton... Là tu veux débriefer quoi à l'instant T en disant... Non, les gens se sont regardés, ils se penchent en avant pour regarder les autres au bout de la rangée pour voir dans quel état ils étaient. Enfin, c'est... Bon, Thanos est quand même aidé par un gros faux raccord des frères Russo au moment de retirer le gant et je trouve que c'est pas pardonnable. C'est une erreur grossière. C'est vrai qu'ils ont rien et puis après il a tout. Enfin, il le tient avec l'index et le pouce et après il l'a dans le bras. C'est dommage parce que sur un élément clé qui est cette petite erreur à nouveau pour faire le puriste casse-couille parce que du coup s'il le tient du bout des doigts il peut pas l'utiliser normalement. Et est-ce que c'est pas là que va se jouer le prochain Avengers? Ils vont remonter le temps en corrigeant le à ce moment en corrigeant le faux raccord. J'ai vu peut-être que c'est une faille dans le temps parce qu'en fait ils sont déjà revenus à ce moment-là. Il y aurait pu y avoir une autre fin. C'est un comics fan-made que j'ai vu sur Twitter qui m'a fait beaucoup rire. C'est le moment où Thanos veut claquer des doigts, il se rend compte que comme il a un gant en armure, il peut pas. et du coup, t'as Thor qui lui tranche le bras et c'est fini comme ça. Voilà. Bah oui. J'ai vu tellement de trucs, mais celui-là m'a fait beaucoup rire. Ah, t'es trop rigide. Mais c'est vrai que ça a fait réagir. Enfin, après les films Marvel, t'as toujours des séries de mèmes, de détournements. Mais là, il y en a eu un volume. Alors nous, on trempe dedans. Bah, autant moi, je trempe pas tellement dedans parce que je suis pas tous les comptes que vous pouvez suivre sur Twitter. J'ai vu beaucoup de choses passer. J'ai découvert que j'avais des amis qui aimaient beaucoup le MCU parce que du coup, ils ont commencé avec 50 messages sur Facebook en disant « Allez le voir, coupez Internet, le regardez pas, je suis choquée, mais allez le voir. » Enfin, plein de choses. J'ai jamais vu autant de monde
parler d'un film Marvel. Enfin, je commençais à en avoir vu parce qu'il était quand même vachement attendu et c'est là où ça commençait un peu à beaucoup en parler. Mais enfin, on m'a jamais autant parlé d'un Marvel. Bah, moi, j'étais quand même très. Disons que j'y suis pas allé en étant le mec le plus à fond du monde. De un, je m'étais dit comment est-ce qu'ils vont caser tout. De deux, à nouveau, je l'ai déjà évoqué, je venais de voir Ready Player One de Spielberg qui m'a mis une énorme claque visuelle dans la tête. Et quand je revoyais les trailers de Infinity War, je faisais ouais. Mais il y a justement, comme c'est un film qui a beaucoup plus à offrir que des effets spéciaux et de la bagarre, du coup ça m'a très vite remis dedans, etc. Alors que je dirais à l'inverse, justement Ready Player One offre visuellement un truc oufissime que j'avais pas vu depuis Avatar de Cameron, mais sur un scénar ouais, bah, hyper revu de Chasse au trésor, quoi. Donc du coup j'étais pas forcément le plus en attente, enfin j'avais envie de voir la conclusion, mais j'avais quand même des craintes et elles ont été très vite balayées. Moi j'y allais ultra à fond, enfin je comptais les heures, les jours avant la projection presse, et puis après a commencé à dire merde, si le film est nul ou si j'ai trop d'attentes et que le film me répond pas, parce que ça a été ça pour Civil War où j'avais beaucoup d'attentes et j'ai été dans l'ensemble déçu, mais c'est à cause de moi. Et j'étais là, je me suis dit merde, putain, ça va être pareil, genre le film qu'on a attendu, qui nous ont. Non, c'est bon, non, il est très bien. Il est vraiment très très bien. Et puis alors la scène post-générique, hein. Ils se foutent bien de ma gueule d'ailleurs sur cette scène post-générique. J'ai des acouphènes depuis. J'étais assis à côté de Paula et mon oreille droite ne fonctionne plus. Tout de suite les grands mots. Bon, mes collègues qui étaient tout au fond de la salle m'ont bien entendu, ils m'ont dit mais pourquoi t'as crié encore? Mais peu de monde a compris ce que ça voulait dire en fait. En fait, sur la deuxième fois, j'avoue, j'ai fait exprès pour que les gens se posent la question et ça a fonctionné. Les filles derrière nous ont demandé en disant mais si on n'a pas lu les comics, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est pour montrer et à chaque fois. Dans chacune des séances, il y avait toujours quelqu'un en disant putain trop bien, c'est Captain Marvel, qui était accompagné de mais de quoi tu parles? J'ai dit mais c'est une meuf et tout et de genre à la troisième séance, une meuf. Ou déjà c'est une meuf. C'est vachement. Mais à la troisième séance, donc il y avait, j'avais des gens derrière moi qui disaient mais c'est quoi? Je sais pas, c'est Captain Marvel et elle est vachement forte. Et donc dans le groupe il y avait des filles et des garçons et je fais et c'est une super héroïne et ça sera la super héroïne la plus forte du MCU. Et à chaque fois les meufs avaient du coup un grand sourire en disant t'as vu, ça va être une meuf. Et genre je trouve ça génial. Ouais, ça c'est cool. Je trouve ça vraiment génial. Oui, puis c'est vrai que la scène post-générique arrive à un moment où nous qui guettons la sortie, on a vu des images de tournage et tout ça, mais il n'y a pas eu de vraie communication encore. Ah non, il y avait zéro article sur Captain Marvel là, depuis la sortie d'Avengers 3, tout le monde y va. Hein. En effet, si tu lis pas les comics ou si tu suis pas l'actu d'hyper près, tu comprends pas du tout la fin. Non, tu sais pas ce que ça veut dire. Hein. En plus, tu dis, qu'est-ce qu'il faut avec un tatou, quoi. Tu vois, mec, t'as pas un iPhone, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette vieille étoile pourrie à 8 branches? Enfin, c'est... Oui, c'est un truc, un graphisme de Game Boy, enfin. Ouais. Donc ouais. Bah voilà, on pourrait en parler encore longtemps, mais on vous en parle depuis déjà pas loin d'une heure. On va s'arrêter. Heureusement qu'on a fait des news rapides. Ou pas, hein, et on a des questions. Et on n'a pas fini. Ouais. L'avis des gens, tu fais l'avis des gens? Ouais, effectivement, nous on a été très à fond sur ce film. Quand on vous demande l'avis, vous êtes 55% à avoir dit que c'est dans votre top 3. Moi, je suis totalement d'accord. Il y a quand même des films que je préfère aux films du MCU, mais celui-là, il se place très bien. Vous êtes 22% à dire que c'est le meilleur film de la Terre. Oui. Et 22,55. À l'opposé, il y a 2 personnes qui ont dit « Je n'ai pas compris la hype autour du film ». Très certainement de sur Internet. Hein, du coup, comment êtes-vous arrivé sur Marvel Planet si vous n'avez pas compris la hype autour du film? On ne sait pas. Et on a encore 5% qui est trop choqué pour en parler. Oui. Une pensée pour eux. Et on pour elle. On vous soutient.
Et pour une fois, on vous a pas fait personnage adoré, personnage détesté. On vous a demandé quel est votre avis sur Thanos. Sans grande surprise, 65% des gens ont dit que c'était le meilleur méchant du MCU. Ouais. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse lui attribuer. Il est dans mon top 3. Alors, est-ce que c'est top 3 de cinéma ou est-ce que c'est top 3 MCU? Pour moi, c'est top 3 de cinéma. Oui. Ah oui, enfin non, je pensais top 3 MCU, mais ça se tient. Moi, je le enfin, comprends, oui. top 3 D'accord. cinéma, ouais. Parce que moi, c'est mon meilleur méchant du MCU, mais j'ai quand même des méchants au-dessus dans le cinéma. Bah, Parce Plus- que j'ai trop vu Star Wars. plus Oui, moi. Conditionné. Justement, plus moi, mais on en avait parlé en sortant. Et c'est vrai que tu avais dit, enfin, je pense que ça va être juste une question de génération, ceux qui ont Ouais. grandi avec Star Wars ou ceux qui vont d'une certaine manière grandir avec Thanos. Et Thanos peut très bien devenir le Mm. nouveau Dark Vador et c'est pas. Vador, il a eu 7 films quand Tant même. pis pour Kylo Voilà. Ren, hein. Et- Ça sera pas le nouveau Dark Vador. Ouais, et c'est vrai que. Ah oui, par contre, Kylo Ren, il est Oui, à ça- côté, Bisous, on l'a Nathan. oublié. Avec ton. Bref. Emilie a compris. Et, mais oui, c'est vrai que Dark Vador, il a eu 7 films, ou au moins il en avait eu 3 Oui, c'est pour asseoir sa présence. C'est pour ça que moi, je considère vraiment Thanos comme le meilleur personnage, le meilleur méchant de l'histoire du cinéma. Mais là, c'est vraiment lié à des générations et c'est vraiment à prendre en compte aussi avec l'histoire du cinéma, parce que Dark Vador, il avait pas grand monde avant lui. Ouais. Enfin, il y avait Oui, pas beaucoup de c'est concurrence, lui qui a donc, permis tous les méchants derrière, donc il sera de toute façon à part, en dehors même du personnage en lui-même, il restera iconique pour d'autres raisons. Pour toi, c'est le meilleur personnage du MCU juste après Captain Marvel? Captain Marvel, on l'a pas vu encore, donc je peux pas. Je peux pas te donner mon avis. Hein. Tu laisses la porte à la déception. En vrai, je suis en train de me préparer psychologiquement à être déçue. Oui. En fait, à être déçue Ok. par le film et l'histoire, pas par l'interprétation de Brie Larson et par ce qu'elle peut donner en Oui, Captain parce qu'on Marvel. n'en a pas parlé, mais on va parler dans les questions, c'est comment elle débarque là-dedans. Voilà. Et du coup, on voulait quand même, il y a quand même encore quelqu'un qui nous a dit j'ai pas compris la hype autour de Thanos, et toujours quelqu'un qui est trop choqué pour en parler. Voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement. Bisous. Faut peut-être voir le film une deuxième fois là, ça ira peut-être mieux après. Bon, on va finir avec la dépression des gens et les questions qui nous ont été posées. C'est pas Amélie. Oui, alors il y a une première grande question très importante de Caroline, Odile, Pauline et moi-même. À savoir, on sait que les personnages, ils adaptent les comics, c'est à peu près la même histoire, les mêmes personnalités, le même contexte et tout. Et donc du coup, dans le film, quelle est la part d'adaptation ou pas de ce qui se passe dans les comics? Walou. Non, en vrai c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que les personnages sont repris dans les films avec leur vrai contexte et ça ils changent pas grand chose. Est-ce qu'ils se rencontrent tous de la même façon et ils se rencontrent là? Non, c'est. Non, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages Ouais. dans les comics, notamment les X-Men. Oui, il y a déjà les X-Men En que plus, là on qui voit sont pas. Et ils sont tous réunis par. C'est Adam Warlock qui le Voilà. voit. Il y a beaucoup plus de personnages dans les comics. Et aussi, il faut prendre dans les comics. Je vais faire ça très simple. Il y a un comics qui s'appelle La Quête de Thanos, où c'est Thanos qui réunit les pierres de l'infini. Après, une fois qu'il les a, il a son gant, et c'est ce qui est appelé Infinity Gauntlet. Et c'est là où on comprend pourquoi il a les pierres, qu'est-ce qu'il va en faire, donc détruire la moitié de l'humanité, mais parce qu'il est amoureux d'une meuf, qui s'appelle la mort. D'accord. Et il y a Warlock, qui est un personnage qu'on ne verra pas en fait, et c'est pour ça que les gens sont ultra hypés et ils disent mais si, il faut qu'on l'ait parce que dans les comics on l'a, mais ça prouve justement l'absence de Warlock, prouve vraiment qu'on n'en a pas besoin et qu'ils adaptent autre chose. Donc il y a, et ce comics là s'appelle Infinity Gauntlet. Donc dans Infinity Gauntlet, au milieu de l'histoire, t'as Thanos qui détruit la moitié de l'humanité, et puis après t'as les Avengers, les X-Men et tout le monde, et genre plein d'autres aliens qui arrivent et qui arrivent à le battre, et on revient en arrière. Donc, et donc là, Thanos perd à la fin d'Infinity Gauntlet, il perd. Et après, il y a un autre comics, un autre gros événement qui s'appelle la Infinity War, et qui n'a rien à voir. Donc, le film dans tous les cas, le film Infinity War ne reprend rien du tout du comics Infinity War. Et donc, c'est pas des adaptations. Ils ont été très libres. Les seules choses qu'ils ont pris, c'est des pions, des armes
et c'est tout. Ils ont retricoté une histoire. Ils ont, avec, ils ont créé ouais. leur propre histoire. Ouais. Et ce qui est assez bien, c'est parce que à aucun moment tu te dis, j'ai lu telle scène, ça va être telle case, ou c'est pour ça que moi j'ai été choquée. Parce que ce que tu as beau lire, ça ne se passera jamais comme ça. C'est hyper compliqué de trouver l'équilibre entre on reprend des éléments qui existaient dans les comics, mais on en invente d'autres, et donc du coup de pas trop frustrer les fans aussi en disant fait, on adapte ça sans adapter ça. Dans les gros événements comics, il y a tellement de personnages que c'est de toute façon pas possible. Ouais. Et nous, on a- Civil War, dans une moindre mesure, c'est la même chose. Civil War, c'est tous les personnages Marvel qui sont ensemble dans le comics. Tu peux pas faire ça, je pense qu'il y en a 50 faciles. C'est pas une bataille dans un aéroport avec 10 mecs. Non, c'est presque une guerre dans tous les États-Unis, donc voilà. Mais en fait, je pense qu'on a tellement l'habitude que maintenant les films ne soient pas l'adaptation des comics, et je pense que là où ça a vraiment été marquant, ça a été pour le Winter Soldier. Parce que la conclusion de Winter Soldier, c'est pas du tout la dissolution du Shield, c'est plutôt la mort de Captain America. Donc, nous, on le sait, c'est bon. En fait, oui, ils vont reprendre des éléments, ils vont parler des Infinity Stones, donc nous, ça nous parle, ils vont nous parler d'un Gant, ça nous parle, ils vont nous parler de Thanos qui veut détruire la moitié de l'humanité, mais pour d'autres raisons. Donc, au final, c'est pas plus mal de créer leurs propres histoires. Mais rien que Thor Ragnarok, ça n'a rien à voir avec le comics. Hein. Et que dans Infinity Gauntlet, Thanos, il gagne à un moment donné, ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Non, parce que c'est au milieu de l'histoire, en fait. Et après, donc oui, on peut se dire que Avengers 4, ça va être la fin d'Infinity Gauntlet où ils gagnent, mais je vois... De toute façon, on sait qu'ils vont gagner dans Avengers 4, maintenant reste à savoir comment ils vont faire, et rien dans les comics me donne les clés pour comprendre, parce que de toute façon, à la fin d'Infinity War, on a Captain Marvel, donc c'est... Donc voilà. Donc moi je trouve ça très cool que ça soit pas adapté, mais en fait ils font honneur à l'univers des comics sans pour autant piocher directement dedans. Ok. Voilà. En plus c'est bien parce que ça met tout le monde au même niveau d'une certaine manière. Ouais. Il n'y a pas de plus fan ou de moins fan ou de je viens des comics donc j'ai plus de légitimité. Non, c'est tout le monde est au même niveau parce que tout le monde ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Finalement c'est ceux qui sont avantagés, c'est ceux qui ont vu plus de films et pas ceux qui ont lu plus de bouquins. Voilà. Alors, on a une question de Kenza qui demande comment Wanda a pu détruire une pierre d'infinité et pourquoi on voit Gamora jeune dans le monde de l'âme. Alors, pour Wanda, c'est très simple. En fait, dans le MCU, elle tire ses pouvoirs d'expériences qui ont été faites sur elle avec la pierre, qui était à l'époque dans le sceptre de Loki, en possession de l'Hydra. Donc, l'Hydra a récupéré le sceptre de Loki à la destruction du Shield et fait des expériences sur Wanda et son frère, Quicksilver, qui est mort dans Avengers 2. Donc elle a une affinité avec la pierre d'infinité et du coup elle peut et avec la Mind Stone, celle qui est utilisée par Vision. C'est pour ça qu'elle peut lire dans la Mind Stone et que Vision lui dit ce que tu peux lire en moi. En fait. Oui, je vois. Et du coup, pourquoi on voit Gamora jeune dans le monde de l'âme? On l'a déjà évoqué, c'est parce qu'en fait l'âme de Gamora est ce qui alimente la pierre, entre guillemets, enfin ce qui donne une consistance qui permet à la pierre d'exister. Je sais pas. Et si c'est sa version jeune, je pense que c'est juste la projection de Thanos parce qu'il a plus d'affinité avec la version jeune que la version adulte de Gamora qu'il déteste. Et puis c'est l'innocence, c'est tout ça. Alors, question de Steve. Où se trouve Captain Marvel au moment de l'appel de Fury et que pourrait justifier sa non-intervention durant la quête de Thanos? Elle peut être c'est Basile qui répond à une question sur Captain chez Marvel. Les chiards, chez les Kree, elle peut être partout dans l'univers en fait finalement. Elle peut être prisonnière éventuellement d'une race alien, parce que même si elle est très forte, elle est pas... Et pourquoi elle a encore un tatou? Sans taille. En vrai, c'est un truc bizarre aussi. Moi, le vrai truc bizarre, c'est que le film va se passer dans les années 90. C'est ça, en fait, moi, que j'arrive pas à piéger. Son film se passe dans les années 90, on va la voir telle qu'elle ressemble dans les années 90. On va voir d'ailleurs Nick Fury jeune. Je vois pas comment ils font faire le saut dans le temps.
Soit elle a été Captain Americanisée, mis au congélateur, Ouais. mais sinon pour moi le pouvoir de Captain Marvel c'est au niveau carrément génétique que ça se passe, c'est un mélange d'ADN. Oui, peut-être que les Donc, cris ne vieillissent les pas. cris Oui, mais pourquoi on l'a pas vieillissent moins vu plus vite. tôt en fait, c'est ça. Donc, Mais du coup, pourquoi, ouais, oui, qu'est-ce il qu'elle faudrait fait qu'elle soit ou enfermée ou cryogénisée. Bah après, ou, pourquoi la faire revenir plus tôt? Parce que ça se trouve, elle est très bien chez le pays des cris. Donc, Peut-être qu'il l'avait déjà appelée et qu'on ne le sait pas. Peut-être qu'elle se sent mieux chez les cris que chez les humains, vu qu'elle est Ou- mélangée aux deux races. ou que les humains l'ont jamais appelée. Et en Mm. vrai, qu'est-ce qui ferait que Nick Fury l'appelle? Eh ben, Avengers 1 avec l'attaque des Chitauri. Mais je pense qu'il avait envie de tester les Avengers pour voir si ça fonctionnait et il a eu raison. Avengers 2, ça se passe quand même super vite. L'attaque d'Ultron entre Ultron qui prend son C'est indépendance. c'est très terrien, on va dire. C'est très terrien. Enfin, disons que c'est des événements que tu peux comprendre pourquoi il y a des morts. Là, il faut pas oublier que Fury, il sait pas qui est Thanos. Dans la scène post-générique, il sait pas qui est Thanos. Il comprend pas trop les attaques de l'espace. Enfin, lui, il voit de nouveau que c'est encore des aliens qui veulent attaquer la Terre. Et il dit, c'est pas grave, il y a des Avengers pour ça. Mais en fait, à part la première bataille de New York, il est pas au courant qu'il y a eu des conflits, parce que le Wakanda reste un peu mine de rien coupé du monde, donc je pense qu'il se fait envahir sans trop que les autres pays le sachent, et que le reste c'est dans d'autres planètes. Puis il y a peut-être de la batterie que pour un seul appel sur son tatou. Et ce qu'il fait décider, c'est de... Il a plus de crédit. Il a plus de crédit, putain. Mais ce qu'il fait décider, c'est de voir Maria Hill disparaître. Ouais. Un événement qu'il peut pas justifier. Ouais. Donc peut-être qu'il a besoin d'appeler Captain Marvel. Alors, il y a aussi un truc que j'ai bien vérifié. En fait, c'est l'ordre des couleurs. Sur le tatou, ce qui nous est montré, la partie haute, c'est du bleu, et après la partie basse, c'est du rouge. Ce qui était l'ordre des couleurs du premier Captain Marvel, donc de Marvel, le cri. Alors que Captain Marvel, Carol Danvers, les couleurs sont inversées. Donc, moi, je pense qu'en vrai, pour moi, il envoie un message à Captain Marvel, mais le premier du nom, le cri, et pas du tout à Carol. Mais que des événements qu'on va nous voir dans le film en mars, fait que c'est Carol qui arrive. Qui répondra à l'appel. Alors, une question de Jean qui demande quel est le pouvoir de Captain Marvel. Tous. Alors, comme un Pokémon, elle a une super force, vraiment, elle peut prendre super cher, une super vitesse, elle arrive à voler, et ça, c'est très pratique quand elle va dans l'espace. D'ailleurs, quand elle va dans l'espace, elle a pas besoin, elle peut respirer dans l'espace, elle s'en fout. Et elle peut projeter de l'énergie avec ses mains. Donc en gros, elle fait des gros kamehameha avec ses mains. Toi qui voulais des boules de feu dans Iron Man, je pense que tu les as, voilà. Non, je voulais des boules de feu dans Doctor Strange. C'était dans Doctor Strange, pardon. Et en gros, tout ça, ça lui est donné parce que son ADN a été modifié quand elle a croisé le chemin de Marvel, donc le cri. Donc voilà, ce sont des aptitudes. Qui est lui-même un guerrier élu cri. Enfin, c'est pas tous les cris sont pas tous les cris le font pas. Créatures comme ça. Et pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas forcément, les cris, c'est la race de Ronan l'accusateur du premier gardien de la galaxie. C'est le mec qui. Le gars avec le gros marteau. Qui après, a du goudron sur le visage. Ah ouais. Ça, c'est un cri. D'accord. Et il se vénère parce que la planète des cris a été détruite. Donc, si ça se trouve, on va voir dans le film Captain Marvel pourquoi la planète a été détruite et pourquoi on n'a pas eu de nouvelles d'elle. C'est lui qui était avec Gamora. Voilà. Donc du coup, il y a plein de pistes à explorer pour justifier tout à fait. Pour l'instant, on est dans le flou, mais il n'y a pas de c'est n'importe quoi ce qui se passe. Une question de Eve qui demande si une intégration prochaine de Venom dans le MCU est programmée. Alors à ma connaissance, Venom n'est pas issu d'un partenariat aussi poussé que l'a été Spider-Man Homecoming. Non, en fait, la réponse est non. Donc du coup, voilà. Non, en fait, le partenariat Sony-Marvel Studios concernait que Spider-Man. Ils ont le droit d'utiliser Spider-Man et son entourage très très proche, donc Tante May et Ned. Mais après, Sony garde le droit sur tous les autres. Et c'est pour ça que Sony se lance à faire plein de films, donc Venom. Ok. On a aussi censé avoir Silver et Black, dont on n'a plus jamais entendu parler. Oui. Morbius. Morbius, c'est juste un projet, mais Silver et Black, il
il y a une réalisatrice qui a été décidée, machin. Du coup, ouais, voilà, Sony va faire En fait, Sony va faire tous les méchants. tout le Spider-Verse et ils ont les droits sur tous les méchants, mais les méchants n'intégreront pas le MCU, et normalement Sony n'a pas non plus les droits d'utiliser Spider-Man dans les films qui ne sont pas Spider-Man. Donc dans le film Venom, il est possible que Spider-Man ne soit pas vraiment mentionné. Donc voilà. Et enfin, une question de Rémi qui demande si un lien entre les séries Netflix et les films est prévu. Non. A priori, non. Voilà. Enfin, les séries Netflix continuent juste d'évoquer l'événement d'Avengers 1 Avengers 2. Non, Civil War. et Civil War. Dans Jessica effectivement. Jones saison 2, il est question du raft vu dans Civil War. Voilà. Après, est-ce que eux feront peut-être un clin d'œil à l'événement de Thanos, pas dans les saisons tout de suite qui sont déjà écrites. Non. Donc s'il y a un lien, ce sera du clin d'œil et dans l'écriture des séries Netflix, mais ça ira pas plus. Ouais, pas et plus puis loin. ça collerait pas de voir la moitié de l'humanité, enfin de New York. Bref. Oui. Mais non, les films c'est une chose et les séries c'en est une autre. Voilà. C'est tout C'est pour tout. les questions. Bah, c'est déjà pas mal. Oui. On a beaucoup parlé, Oui. Mais on a beaucoup aimé. mais on a beaucoup aimé. Ouais. Et ben merci à vous deux d'être venus. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés si vous êtes allés jusqu'au bout. Et oui. À la prochaine. À plus. Salut! Et en plus, je trouve ça vachement cool d'avoir une nouvelle bouffée. Merde, je sais plus c'est quoi le terme. Bouchée d'air frais? Non, c'est pas ça. Bouffé. Bouffée. Voilà, une bouffée